Blade Runner par Philip K. Dick, première partie. Auckland. Une tortue que le célèbre capitaine Cook avait offerte au roi de Tonga en 1777 est morte hier, à près de 200 ans. Baptisé Tu Imalila, l'animal est mort dans les jardins du palais royal dans la capitale Tonga, Nuku. Le peuple Tonga considérait l'animal comme un chef et un corps de gardien spécialement appointé veillait sur lui. La tortue avait perdu la vue depuis quelques années à la suite d'un feu de brousse. La radio Tonga a annoncé que le corps de l'animal serait expédié au musée d'Auckland, Nouvelle-Zélande. Reuters, 1966. Chapitre 1. Le déclic de l'orgue d'humeur situé près de son lit réveilla Rick Deckard. Agréablement surpris, comme chaque jour, par la qualité de son éveil, il se dressa dans son lit, puis, debout dans son pyjama multicolore, il étira ses membres. Dans le lit jumeau, sa femme, Iran, ouvrit des yeux gris sans joie, cligna 2 ou 3 fois des paupières en grognant, puis referma les yeux. « Tu n'as pas réglé ton Penfield assez haut, lui fit-il observer. Je vais t'arranger ça et tu te sentiras bien réveillé. Touche pas mon orgue. Sa voix était pleine de rancœur. Je ne veux pas me réveiller. Il s'assit à côté d'elle, se pencha et lui expliqua doucement. Si tu règles la décharge de manière à ce qu'elle soit assez forte, tu seras heureuse de te réveiller. C'est tout l'intérêt de la chose. Tu mets le bouton sur C et tu atteins d'un seul coup à la conscience éveillée, comme moi. Parce qu'il se sentait bien disposé à l'égard du monde entier, il avait réglé son propre appareil sur D, il caressa la pâle épaule nue. Retire ta sale patte de flic de mon épaule. Je ne suis pas un flic. Il se sentait irrité. Ça ne correspondait absolument pas au réglage de son orgue d'humeur. C'est vrai, répliqua sa femme, les yeux toujours fermés. Tu n'es qu'un assassin à la solde des flics. Jamais de ma vie je n'ai tué un seul être humain. Il était plus qu'irrité maintenant, carrément hostile. Non, bien sûr, rien que ces pauvres androïdes. N'empêche que tu n'as jamais eu le moindre scrupule à dépenser le fric des primes pour satisfaire tes caprices. Il se leva et marcha jusqu'au clavier de son orgue d'humeur. Au lieu de faire les économies qui nous permettraient d'acheter un vrai mouton pour remplacer l'imitation électrique que nous avons là-haut, rien qu'un animal électrique, avec tout ce que j'ai gagné depuis des années. Devant le clavier, il hésita entre un dépresseur thalamique qui calmerait sa rage et un stimulant qui le rendrait assez furieux pour se tirer de la dispute à son avantage. Les yeux grands ouverts, cette fois, Iran l'observait. Si tu te programmes une saloperie, je te préviens que j'en ferai autant. Je vais me bloquer sur l'intensité maximale et te servir une engueulade dont tu te souviendras. Vas-y, essaie. Elle bondit hors de son lit pour gagner le clavier de son orgue personnel et resta plantée là, dans une attitude féroce. Il poussa un soupir. Elle avait gagné. Je me contenterai de mon programme du jour. Un coup d'œil à la date du 3 janvier 1992 lui apprit qu'il avait besoin d'une attitude sérieuse afin d'aborder sa journée dans un esprit constructif. Si je me conforme à mon agenda, tu en feras autant demanda-t-il d'un ton méfiant. Mon programme du jour prévoit 6 heures de dépression et d'auto-accusation, dit Iran. Hein? Pourquoi as-tu programmé cela? C'était contraire au principe même de l'orgue d'humeur. Je ne savais même pas qu'on pouvait se programmer sur un truc comme ça, ajouta-t-il d'un ton sinistre. Un après-midi, expliqua Iran, j'étais assise ici. J'avais mis l'ami Buster, bien sûr. Il parlait d'une grande nouvelle qu'il va annoncer bientôt, et juste à ce moment-là, il y a eu un spot publicitaire, tu sais, le spot que je déteste, le machin de plomb de Mountebank, là. Alors j'ai coupé le son pour un moment, et j'ai entendu la baraque, notre immeuble, quoi. J'ai entendu le... Elle fit un geste. Les appartements vides, dit Eric. Il les entendait lui aussi, parfois, la nuit, quand il était censé dormir. Et pourtant, pour l'époque, un immeuble en coprop à moitié plein, c'était déjà pas mal. Le haut du panier du point de vue de densité de la population. Là-bas, dans ce qui avait été, avant la guerre, la banlieue, on trouvait des immeubles entièrement vides. C'est ce qu'on lui avait raconté, et il n'avait pas jugé utile d'aller vérifier sur place. À ce moment-là, poursuivit Iran, j'étais sur 382. Je venais de me le programmer. Et je me rendais bien compte du vide intellectuel, mais on ne peut pas dire que je le sentais. Ma première réaction a été de me dire que j'avais du pot de pouvoir me payer un Penfield. Et puis j'ai compris combien c'était morbide de ressentir l'absence de vie. Pas seulement dans cette baraque, mais partout. Et de rester sans réaction. Tu vois ce que je veux dire? Apparemment pas. Bon. Mais enfin, avant c'était considéré comme le signe d'une maladie mentale.
absence de réaction affective appropriée. Autisme. Alors, j'ai laissé l'atelier sans son. Je, je me suis assise devant mon orgue et j'ai commencé à faire des expériences. J'ai fini par trouver une position de combinaison qui te donne le désespoir. Son visage sombre était empreint d'une amère satisfaction, comme si elle avait réellement réussi quelque chose qui vaille le coup. Je me programme ça 2 fois par mois maintenant. J'estime que c'est raisonnable de se donner, quoi, une douzaine d'heures par mois pour désespérer de tout, surtout après être resté ici sur la terre, quand tous ces petits malins sont taillés, tu ne trouves pas? Mais bon Dieu! Une humeur comme ça, dit Rick, tu risques d'y rester, de ne plus avoir envie de composer un moyen d'en sortir. Un désespoir pareil, sur la réalité globale, c'est une humeur qui se perpétue d'elle-même. Pas si con. Je programme une correction de programme automatique dans les 3 heures, expliqua Iran, fier de son astuce. Je me mets en 481. Conscience des multiples possibilités que récèle pour moi l'avenir. Renouveau d'espoir. Non, je sais ce que c'est un 481, interrompit Rick. Il avait souvent eu besoin de composer la combinaison pour lui-même. Te fatigue pas. Écoute, dit-il en s'asseyant sur le lit et en lui prenant la main. Même avec une interruption automatique préprogrammée, c'est très dur ce que tu fais. Toutes les déprimes sont dures. Laisse tomber ton agenda et je laisse tomber le mien. On se compose à petit 104, tous les deux, et on en profite ensemble. Et toi tu restes pendant que moi je refais mon attitude boulot-boulot habituelle. Comme ça, j'irai faire un petit tour sur le toit pour voir le mouton et je filerai au bureau en étant sûr que tu ne resteras pas ici à ruminer devant la télé éteinte. D'accord? Lâchant ses longs doigts fuselés, il traversa le vaste appartement en direction de la salle de séjour, où traînait une vague odeur de tabac refroidi. Arrivé là, il se pencha sur le récepteur de télévision pour le mettre en marche. Depuis la chambre à coucher, la voix d'Iran lui parvint. Ça m'ennuie la télé avant le petit déjeuner. Alors compose-toi un triple 8, dit Eric pendant que le récepteur chauffait, avec un désir de regarder la télé, quel que soit le programme. Je n'ai pas envie de me programmer quoi que ce soit pour le moment, interrompit Iran. Et c'est au moins le 3. Tu flanches ou quoi? Je vais certainement pas composer une stimulation corticale qui me donnera envie de composer quelque chose. Et si je te dis que je ne veux rien me programmer, ce n'est tout de même pas pour composer ça. Tu sais très bien que ça me donnerait aussitôt l'envie de composer quelque chose. Or, c'est exactement de ça que j'ai le moins envie pour le moment. Tout ce que je veux, c'est rester assise là, sur mon lit, à regarder le plancher. Son ton devenait de plus en plus coupant au fur et à mesure qu'un linceul glacial de tristesse tombait sur ses épaules, comme une chape de plomb, plongeant son âme dans une inertie presque absolue. Il monta le son de la télévision, et la voix de l'ami Buster éclata dans la pièce. Hello, les copains! Quelques mots sur le temps qu'il fera aujourd'hui. Le satellite Mangouste communique avec une recrudescence des retombées et une recrudescence des tombées est à craindre autour de midi. Ensuite, les choses s'arrangeront progressivement. Alors, si vous devez sortir aujourd'hui... Iran le rejoignit tout à coup dans un froufrou de sa longue chemise de nuit et éteignit le poste. D'accord, tu m'as eu, j'abandonne. Je vais composer tout ce que tu voudras. Extase sexuelle prolongée, si tu veux. Au point où j'en suis, je pourrais même supporter n'importe quoi. Même ça. Qu'est-ce que ça change après tout, hein? Je vais composer pour nous deux, dit Rick en la reconduisant dans sa chambre. Devant sa console à elle, elle composa un 594. Soumission reconnaissante à la sagesse supérieure de l'époux dans tous les domaines. Devant sa propre console, il composa une attitude inventive et créative à l'égard de son travail. Programme inutile. Chez lui, c'était inné, instinctif, indépendamment de toute stimulation corticale artificielle due au système Penfield. Après un petit déjeuner avalé à la hâte, il avait perdu du temps avec cette dispute, il s'équipa pour sortir, se munit de son écran occipito-nasal au plomb, modèle Ajax de ses Mountebank, et gagna les terrasses couvertes sur le toit de l'immeuble où broutait son mouton électrique. Là-haut, cet incroyable tas de ferraille ultra perfectionné bouffait de l'herbe d'un air ravi, sous l'œil jaloux des autres occupants de l'immeuble. Bien sûr, certains de leurs animaux à eux aussi n'étaient que des contrefaçons électroniques. Mais il n'était jamais allé y mettre le nez. Pas plus que ses voisins n'étaient venus voir de près le fonctionnement réel de son mouton, car demander c'est un vrai mouton aurait été plus grossier encore que de se renseigner sur l'authenticité des dents ou des cheveux d'un particulier. L'air matinal, chargé de particules radioactives qui le rendaient grisâtre et masquait le soleil, lui rôta au nez comme un renvoi d'évier bouché, et il ne put s'empêcher de renifler l'odeur de mort. Bah, il ne faut rien exagérer, se dit-il en gagnant le lopin de glèbe qu'il avait acquis en même temps que l'appartement trop vaste. Ce legs de la guerre mondiale terminus avait perdu de sa virulence. Depuis longtemps, ceux qui n'avaient pas pu survivre à la poussière étaient tombés dans l'oubli,
et la poussière, maintenant diluée, ne faisait plus que mettre le désordre dans les esprits et le patrimoine génétique des énergies survivants. Des énergiques survivants. Malgré son filtre au plomb, la poussière le pénétrait. Ça ne faisait aucun doute, lui apportant quotidiennement sa ration de pourriture mutilante. Émigré. Jusqu'alors, ses check-up mensuels avaient toujours indiqué qu'il était normal. Il était donc autorisé à procréer puisqu'il ne sortait pas de la fourchette de tolérance établie par la loi. Mais à tout moment, le mois prochain peut-être, les toubibs de la police de San Francisco pouvaient découvrir que cela avait changé. Des spéciaux n'arrêtaient pas de venir au monde, engendrés par des normaux, grâce à cette foutue poussière. Comme le proclamaient les affiches, les spots publicitaires à la télé et la propagande de merde que le gouvernement envoyait à tout le monde par la poste. Émigration ou détérioration, émigrer ou dégénérer, c'est à vous de choisir. Ils ont raison, se dit Rick, en ouvrant la barrière de son mini-pâturage pour aller à la rencontre de son mouton électrique. Seulement moi, je ne peux pas émigrer, à cause de mon boulot. Le propriétaire du pâturage voisin, Bill Barbour, un membre de la coprop, lui adressa un salut. Comme Rick, il était équipé pour sortir, mais avait d'abord fait un saut sur le toit pour jeter un coup d'œil à son bestiau avant de partir. Il rayonnait. « Elle est enceinte !» Il montrait du doigt sa grosse jument percheronne qui regardait placidement dans le vide. « Qu'est-ce que vous dites de ça ?»« Je dis que vous aurez bientôt 2 canassons, » répliqua Rick. Il était arrivé près de son mouton. L'animal ruminait tout en le fixant d'un œil alerte, espérant sans doute quelques tourteaux d'avoine. Le prétendu mouton avait un tropisme pour l'avoine dans ses transistors, et dès qu'il apercevait cette céréale, il se ramenait d'un art de convoitise parfaitement convaincant. « Qu'est-ce qu'il a engrossé » demanda-t-il à Barbour. « Le vent ?»« J'ai racheté la meilleure liqueur séminale qu'on puisse dégoter en Californie, » lui révéla Barbour, « grâce à des appuis que j'ai eus au secrétariat d'État à l'élevage. Vous ne vous souvenez pas que leur inspecteur est venu la semaine dernière pour examiner Judy ? Ils ont hâte de voir son poulain. Ils disent que c'est une bête de très grande classe. » Il tapota amicalement l'encolure de sa jument, qui inclina la tête vers lui. « Vous avez songé à vendre votre animal » s'enquiert Rick. « Bon Dieu, ce qu'il aurait voulu avoir un cheval, n'importe quel animal en fait. C'était démoralisant à la fin d'être propriétaire de cette escroquerie à pattes et de la soigner comme une vraie bête. Et pourtant, d'un point de vue social, il fallait absolument le faire étant donné l'absence d'animal véritable. Il n'avait pas le choix, d'autant moins qu'il fallait compter avec sa femme. Et pour Iran, c'était extrêmement important. Barbour dit alors « Je ne peux pas vendre mon cheval, ce serait immoral. » « Vendez le poulain alors, c'est encore plus immoral de posséder 2 animaux que pas du tout. » Perplexe, Barbour répondit « Comment ça ? Il y a des tas de gens qui ont 2 animaux, et même 3, 4. Tenez, le patron de mon frère, Fred Washburn, de l'usine de transformation d'algues, il en a 5, lui. Vous n'avez pas vu cet article sur son canard dans le Chronicle d'hier ? Il paraît que c'est le plus gros canard de barbarie de toute la côte ouest. » Les yeux du type s'allumèrent de convoitise à l'évocation de telles richesses. Il ne lui en fallait pas plus pour se mettre en transe. Fouillant les poches de son manteau, Rick en sortit son supplément à l'Argus de janvier, déjà tout froissé et corné d'avoir été trop souvent compulsé. D'un coup d'œil à l'index, P. Poulain, voire à cheval. « Je peux acheter un poulain de percheron chez Sydney pour 5000 $, ajouta-t-il à haute voix. Pas du tout, rétorqua Barbour, vous êtes Miro. Le prix est indiqué en italique, ça veut dire qu'ils n'en ont pas en stock. Ce serait le prix s'ils en avaient. Disons que je vous file 500 $ par mois pendant 10 mois, proposa Rick. Prix catalogue. Barbour prit l'air apitoyé. Écoutez, Descartes. On voit que vous ne connaissez rien aux chevaux. Si Sydney n'a pas de poulain en stock, il y a forcément une raison. C'est que ces animaux ne changent pas de propriétaire, même au prix catalogue. Ils sont trop rares, même ceux qui sont relativement inférieurs. Il s'accouda à la barrière mitoyenne et reprit avec force ce geste. Il y a 3 ans que j'ai acheté Judy, maintenant. Et depuis tout ce temps, je n'ai jamais rencontré une seule jument de sa qualité. J'ai dû aller au Canada pour l'acheter et je l'ai reconduite ici moi-même, de peur qu'on me la fauche. Pointez-vous avec une bête pareille dans le Wyoming ou le Colorado et vous vous ferez descendre. Les gens n'hésiteraient pas pour la piquer. Vous savez quoi ? Vous savez pourquoi ? Avant la guerre, il y avait littéralement des centaines de... Rick l'interrompit. Mais enfin, que vous possédiez 2 chevaux et moi aucun, ça va contre les principes fondamentaux et la morale du mercérisme. Vous avez votre mouton, bon sang, vous êtes capable d'ascension dans votre vie personnelle, et quand vous saisissez les 2 poignées de la boîte, vous ne vous en tirez pas si mal, j'en suis certain. Si vous n'aviez pas ce bon vieux mouton, je comprendrais votre position. Si je possédais 2 animaux et vous aucun, on pourrait dire que je ne vous aide pas à trouver la vraie fusion avec Mercer.
Mais dans tous les foyers de la coprop, avec un appartement sur 3 environ occupé, ça fait dans les 50 si je compte bien, et bien dans chaque foyer il y a un animal. Graves sonne là-bas. Il fit un geste vague. Il a son poulet. Hawks et sa femme ont un grand chien roux qui aboie souvent la nuit. Il s'interrompit pour réfléchir. Je crois que Kate Smith a un chat en bas, dans son appartement. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Personne ne l'a jamais vu. Peut-être que c'est des bobards. Rick marcha droit sur son mouton, se baissa et fourragea dans l'espèce toison laineuse. La vermine, du moins, était authentique, jusqu'à trouver ce qu'il cherchait. La trappe de visite secrète du mécanisme. Sous les yeux de Barbour, il fit basculer la trappe, révélant les entrailles électroniques. Vous voyez? Vous comprenez maintenant pourquoi je voudrais tellement acheter votre poulain? Il y eut un silence, puis Barbour finit par parler. Mon pauvre vieux. Ça fait longtemps? Non, répondit Rick en refermant la trappe de visite de son mouton électrique. Il se redressa, fit volte-face et regarda son voisin. J'avais un vrai mouton pour commencer. Mon beau-père nous l'avait donné juste avant d'émigrer. Et puis, il y a environ un an, vous vous souvenez du jour où j'ai dû l'emmener chez le veto? Vous étiez sur le toit quand je l'ai trouvé allongé sur le flanc. C'est juste, répondit Barbour en hochant du chef au fur et à mesure que les souvenirs lui revenaient. Vous avez réussi à le remettre sur ses pattes, et puis au bout d'une minute ou deux, il est retombé. Eric reprit. Les moutons attrapent des maladies bizarres, ou plutôt non, ils attrapent toutes sortes de maladies, mais ils montrent toujours le même symptôme. Ils s'allongent sur le flanc, il n'y a pas de moyen de savoir si c'est une simple entorse ou le tétanos. C'est de ça qu'il est mort, le mien, du tétanos. Ici demanda Barbour, sur le toit. Le foin, expliqua Rick. Pour une fois, je n'avais pas retiré tout le fil de fer qui entourait la balle. J'en ai oublié un petit bout. Et Groucho, oui, c'est comme ça que je l'avais baptisé, s'est égratigné et il a attrapé le tétanos. Je l'ai emmené chez le vétérinaire et il est mort. Alors j'ai bien réfléchi et je me suis décidé à appeler une de ces boîtes qui fabriquent des animaux artificiels. Je leur ai montré une photo de Groucho, ils m'ont fabriqué ça. Il indiquait d'un geste du pouce dans son dos le doux ersatz sa patte, et continuait à ruminer tranquillement, les yeux fixés sur lui, dans l'attente mécanique d'une éventuelle gâterie d'avoine. C'était du joli boulot, première qualité. Je lui ai consacré autant de temps qu'au vrai, je le soigne aussi bien. Mais. Il haussa les épaules. Ce n'est pas la même chose, termina Barbour. Presque pourtant. On a le même genre de sentiment quand on s'en occupe. Il faut constamment l'avoir à l'œil, comme l'autre. D'abord parce qu'ils tombent en panne, ces trucs-là, et alors tout le monde dans l'immeuble saurait. 6 fois j'ai dû l'emmener à l'atelier de réparation. Oh, jamais de très grosses pannes, des détails la plupart du temps. Tenez, une fois par exemple, la bande magnétique vocale s'est bousillée, d'une manière ou d'une autre, coincée ou je sais quoi. En tout cas, il n'arrêtait plus de bêler, et toujours de la même façon. Si quelqu'un s'en était aperçu, il se serait douté que c'était un mécanique. Même si leur camionnette porte bien clinique vétérinaire machin, et si l'ivoire est toujours habillé de blanc, comme un vrai veto. Il jeta brusquement un coup d'œil à sa montre. Il avait laissé passer trop de temps. Il faut que j'y aille, expliqua-t-il à Barbour. À ce soir. Il se dirigea vers son autoplane, et Barbour se hâta de lancer dans son dos. Ne vous inquiétez pas, je dirai rien à personne. Rick s'immobilisa. Il était sur le point de le remercier quand l'aile du désespoir qu'Iran avait évoqué tout à l'heure vint lui effleurer l'épaule. Alors il dit simplement je sais pas. Peut-être que ça n'a pas d'importance, après tout. Mais bien sûr que si, voyons, ils vous mépriseraient. Pas tous, peut-être, mais certains. Vous savez bien comment sont les gens. Ils jugent immoral, anti-empathique, de ne pas s'occuper d'un animal. Je sais bien que ça n'est plus un crime comme après la guerre, mais dans l'esprit des gens, ça n'a pas changé. Dieu sait que j'ai envie d'avoir un animal pourtant, dit Rick, en ouvrant les mains en signe d'impuissance. Je n'arrête pas d'essayer d'en acheter. Mais avec ce que gagne un fonctionnaire, vous savez. Si jamais, songea-t-il, je pouvais avoir un peu de veine dans mon boulot, de nouveau, comme il y a 2 ans, quand j'ai trouvé le moyen de me coiffer 4 androses dans le même mois. Si j'avais su que Groucho allait mourir à ce moment-là. Seulement c'était avant le tétanos, avant ces quelques centimètres de ferraille pointue, comme une aiguille hypodermique. Vous pourriez acheter un chat, suggéra Barbour. Les chats sont assez bon marché, regardez dans l'Argus. Rick l'interrompit posément. Je ne veux pas un animal d'appartement. Je veux remplacer ce que j'avais. Un gros animal. Un mouton, par exemple. Ou si je peux y mettre le prix, une vache, un taureau, ce que vous voulez. Un cheval. Il réalisa que la prime de réforme de 5 andros ferait l'affaire. 1 000 $ par tête, en plus de son salaire habituel. Il ne lui resterait plus qu'à trouver quelqu'un, quelque part, prêt à vendre ce qu'il cherchait. Même si le prix figurait en italique dans l'Argus, 5 000 $. Seulement, songea-t-il encore, il faudrait d'abord que 5 androïdes se décident à venir sur Terre,
depuis l'une des colonies. Et ça ne dépend pas de moi. D'ailleurs, même si je pouvais, il y a d'autres Blade Runner, d'autres services de police à travers le monde. Il faudra encore que ces androïdes aient la bonne idée de venir s'installer en Californie. Et il faudrait que mon chef, le plus ancien des Blade Runner du service, Dave Holden, meure ou prenne sa retraite. Payez-vous une sauterelle, plaisanta Barbour, ou une souris. Dites, pour 25 billets, vous pouvez payer une souris adulte. Rick répliqua. Votre jument pourrait mourir aussi, comme Groucho est mort sans crier gare. En rentrant du boulot ce soir, vous la trouverez peut-être les quatre fers en l'air, comme un cafard crevé, ou comme une sauterelle si vous préférez. Il s'éloigna, les clés de son autoplane en main. Je n'ai pas voulu vous vexer, excusez-moi, lança nerveusement Barbour. En silence, Rick Descartes ouvrit la portière de son autoplane. Il n'avait plus rien à dire à son voisin. Il pensait à son boulot, à la journée qui l'attendait.